Merci de regarder Balafon Télévision. Bienvenue dans Entretien. Aujourd'hui, nous recevons le docteur Rodrigue Yonga, leader communautaire basé aux États-Unis, directeur des relations publiques de la All Bamileke Convention et auteur du livre La force du divorce, paru en février 2024. Docteur Rodrigue Yonga, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir sur votre plateau. Alors, vous êtes l'auteur de ce livre. C'est votre tout premier essai qui s'intéresse au divorce, Oui. notamment dans la communauté camerounaise basée aux États-Unis. Absolument. Avant d'arriver, de parcourir un peu ce livre, pourquoi avoir choisi d'évoquer cette thématique assez douloureuse quand même pour les couples? Oui, la thématique est douloureuse et mérite une attention particulière. Et vous l'avez dit, c'est un fléau au sein de la communauté camerounaise aux États-Unis et au sein de la diaspora en général et peut-être partant de la communauté africaine vivant à l'extérieur. Donc ça mérite qu'on y accorde une certaine attention. Quels sont les chiffres, les données? Qu'est-ce qui se passe exactement dans la communauté camerounaise? Les chiffres, je l'ai dit dans le livre, peuvent s'élever à près de 50% de familles qui se divisent au sein de la communauté camerounaise vivant aux États-Unis. Donc, il est assez alarmant pour mériter une attention, comme vous l'avez dit. Alors, dans le livre, vous évoquez les déplacements culturels comme facteur de tension. Quelles sont les réalités sociales des États-Unis que les Africains qui y arrivent ne maîtrisent pas forcément? Vous savez, la société américaine est une société fast-paced. Imaginez, c'est comme si on vous attelait à un train qui va à grande vitesse et que vous devez courir après le train. Quand vous arrivez aux États-Unis, c'est un peu l'image que je peux projeter pour vous présenter la difficulté que les Camerounais qui arrivent aux États-Unis, auxquels ils doivent faire face au quotidien, à la société fast-paced, auxquelles ils ne sont pas habitués ou à laquelle ils ne sont pas préparés. En réalité, c'est quoi? Les charges? La barrière culturelle, linguistique, c'est quoi le problème? Vous avez évoqué les barrières culturelles d'abord. Les barrières linguistiques, c'est la première cause. Et aussi les barrières culturelles en général. Les barrières culturelles, quand vous arrivez dans un pays qui a une culture complètement différente de celle à laquelle nous sommes habitués ici chez nous, forcément, il y a un temps d'ajustement. Et ce temps d'ajustement peut venir avec des disjonctions au niveau personnel ou au niveau de la famille. Alors, au niveau des principales causes de divorce, là, nous sommes au chapitre 1, page 8 du livre La force du divorce. Oui. Vous évoquez notamment les pressions culturelles et sociales, Oui. Vous venez de le dire, Oui. Les difficultés d'adaptation à un nouvel environnement, le problème de communication et de compréhension mutuelle, les barrières linguistiques, évidemment, les différences dans les systèmes juridiques et les droits des femmes, les problèmes financiers. Donc, Oui. l'argent part du Cameroun pour se retrouver aux États-Unis et créer des divorces dans les couples? Non, vous savez, vous avez présenté globalement les causes du divorce telles que je les ai évoquées dans le livre. Et la première cause dont je vous avais parlé, c'est la difficulté d'ajustement dans la société. Cette difficulté d'ajustement vient à tous les niveaux. Vous savez, nous vivons ici chez nous dans une société purement patriarcale. Donc, c'est l'homme qui est le chef de la famille, c'est l'homme qui gère les ressources qui dirige les ressources de la famille ou qui dirige presque tout dans la famille. Quand vous arrivez dans une société où les droits sont complètement différents ou égaux, vous l'avez dit, donc ça change tout. Donc, il y a un temps d'ajustement qu'il faut, par lequel il faut passer, et beaucoup, malheureusement, ne passent pas par ce temps d'ajustement, partent de notre société, notre culture, notre façon de faire, et veulent télécharger cela dans la société américaine. Forcément, ça crée un disjonctement. Et comment se matérialise cette cause que vous avez également évoquée, le problème de communication et de compréhension mutuelle? Problème de communication et de culture et de compréhension mutuelle. Par exemple, je vais prendre des exemples assez banaux. Quand vous partez tous les deux au travail le matin, vous travaillez, la femme doit travailler, la société américaine oblige tout le monde à sortir tous les jours parce qu'il y a des factures à payer à la fin du mois. Donc, vous revenez le soir. L'homme, par exemple, il passe son temps à flipper devant la télé, comme ça se passe chez nous ici.
Et la femme doit revenir, doit faire la cuisine, doit s'occuper des enfants, doit faire tout ce qu'il y a à faire. Par exemple, et le soir, le moment venu, quand l'homme veut s'intéresser à la femme, elle n'a pas ce temps-là. Vous voyez, tout ça, ça c'est le début des problèmes. Le problème ne serait-il pas aussi, docteur Rodrigue Yonga, les bases du couple qui ont été mal fondées, ficelées au départ, peut-être à partir du Cameroun avant de se retrouver aux États-Unis? Il peut y avoir un peu de tout cela, mais quelles que soient les bases de couple, si les bases ne sont pas redéfinies une fois dans la société américaine pour s'adapter à la réalité de la société américaine, forcément, il y aura problème. Donc, ce n'est pas juste le type de mariage qui pose problème ou la façon de se marier qui pose problème. Quelle que soit la façon de se marier, une fois que vous arrivez, vous devez vous ajuster à la société américaine. Quels sont les couples qui sont concernés par ces problèmes de divorce? Est-ce que ce sont des couples qui se sont unis à partir du Cameroun, qui ont décidé de s'installer aux États-Unis, ou des couples où la femme était au Cameroun, l'homme aux États-Unis, l'homme a décidé de faire monter sa femme, ou des couples qui vivaient aux États-Unis, peut-être dans des maisons différentes, et qui ont décidé de se marier, vivre sous le même toit? C'est quelle catégorie de couple? Quelle catégorie? Toutes les catégories n'échappent pas à ce problème dont j'ai parlé. Il y a un problème fondamental qui est celui de l'ajustement culturel. Par contre, celui dans lequel le problème est le plus exacerbé, c'est celui dont les couples, par exemple, où l'homme est aux États-Unis, travaille dur, ou l'inverse, travaille dur et fait venir la fiancée du Cameroun, ou l'inverse, bien entendu, la femme qui travaille dur et fait venir l'homme du Cameroun. Vous comprenez que celui qui est installé depuis un certain temps a un niveau d'ajustement qui n'est pas le même que celui ou celle qui arrive après. Donc, une fois que vous arrivez, il y a des frustrations qui peuvent naître du fait qu'il y a des incompréhensions. Par exemple, quand vous arrivez, une nouvelle fiancée qui arrive du Cameroun, l'homme veut la soumettre à un certain régime de travail, une façon de faire qui est celle de la société américaine, qu'il a déjà expérimenté et dont le partenaire ou la partenaire ne partage pas. Forcément, il y a un problème qui va se poser. Là, je convoque le regard du leader communautaire que vous êtes. Ouais. Est-ce que la société américaine est propice à la survie d'un couple, quelles que soient ses origines? C'est un problème, c'est une question fondamentale. Est-ce que la société américaine est propice à la survie d'un couple? Je dirais oui et non. Oui, pourquoi? Parce que forcément, il existe des Américains qui vivent bien dans leur couple, des Américains de souche qui vivent en couple et des immigrants qui vivent bien dans leur couple. Par contre, le nombre croissant de ceux qui rentrent dans le divorce venant de l'extérieur démontre qu'il y a un problème qui est celui de l'ajustement. Maintenant, est-ce qu'on peut être un couple heureux aux États-Unis? Oui, si vous comprenez comment ça fonctionne. Ça demande deux pour comprendre, ça demande deux pour faire fonctionner. Quels sont les conseils que vous donnez aux couples en tant que leader communautaire sur les astuces, les méthodes à appliquer pour conserver déjà les valeurs sociales du couple qui est tout de même africain, camerounais, et même sur ce problème de communication que vous avez évoqué dans le livre? Oui. Le conseil que je donnerais, c'est que les deux membres du couple doivent communiquer. La communication est essentielle. Communiquer surtout. Il n'y a pas de pan tabou dans la famille. Par exemple, comme je vous l'ai dit, les finances, c'est généralement le problème qui est le plus tabou dans la famille, surtout dans la famille camerounaise ou la famille africaine. Donc, quand vous vivez aux États-Unis, deux personnes qui travaillent, deux personnes qui font tout ensemble, doivent tout faire ensemble. Je dis bien tout avec grand T. Donc, ça, c'est la base essentielle d'une vie harmonieuse en couple. Le divorce est-il une maladie contagieuse? Si on peut le considérer comme une maladie, ou alors c'est un problème contagieux, le divorce? Si je l'ai décrit comme fléau, ça veut dire que au-delà d'être un fléau, ça peut être considéré comme une pandémie. Une pandémie, ça veut dire que le divorce est fortement répandu. Et s'il est fortement répandu, ça veut dire qu'il se communique quelque part. Ça veut dire qu'il y en a qui regardent et qui se disent, peut-être telle personne est divorcée, et au moindre coup de pépin dans leur famille, se disent, ah,
peut-être il vit mieux son divorce ou son après-divorce, peut-être elle vit mieux son après-divorce, peut-être c'est le chemin à suivre. Dans ce sens, ça peut être contagieux. Mais est-ce la seule solution lorsqu'on n'arrive plus à communiquer Non, normalement dans absolument non. Justement, mon livre n'aurait pas son sens si l'objectif c'était de faire divorcer. Dans ce sens, je serais en train de promouvoir le divorce et justement le titre, vous l'avez regardé, peut prêter à confusion parce que je parle de force du divorce, mais le titre, je suis juste dans mon rôle de communicateur pour attirer l'attention sur si, comme je le disais tout à l'heure, si je dis le chien a mordu quelqu'un au coin de la rue, c'est un fait divers. Mais si je vous dis quelqu'un a mordu un chien au coin de la rue, forcément, vous allez voir ce qui se passe. Donc, c'est en ce sens que je parle de la force du divorce. Mais en fait, je parle de la force de la résilience après le divorce ou dans un couple en général. Donc, je ne fais pas la promotion du divorce, loin s'en faut. Le divorce ne devrait pas être le recours. Par contre, c'est pas pour dire qu'on ne peut pas être divorcé. On peut être divorcé et être heureux. Mais ce n'est pas le recours parce que le rôle d'une famille, c'est d'être soudé, c'est de construire la société. Puisque nous le savons, la famille, c'est le socle de la société. Et une famille qui se disloque, c'est une communauté, c'est une société qui s'ébranle, en fait. Donc, il faut que les couples restent ensemble, il faut que les couples continuent à travailler ensemble pour l'harmonie des deux membres du couple, pour l'harmonie des enfants. Beaucoup plus des enfants parce que ceux qui souffrent du divorce, ceux qui payent le plus lourd tribut après un divorce, ce sont les enfants et beaucoup plus dans la communauté camerounaise ou africaine vivant à l'extérieur. Vous le savez, même ici déjà chez nous, c'est pas facile quand un enfant est issu d'un divorce. Beaucoup plus encore en Amérique. En page 28, Oui. vous parlez des crimes après des divorces dans les familles camerounaises aux États-Unis. Oui. Vous revenez sur ces cas de meurtre, de consommation de drogue, d'alcool, de violence de toute nature qu'on observe après les divorces. Comment on arrive à violenter une personne qu'au départ on a aimée et avec qui ça ne marche plus? C'est assez paradoxal et malheureusement, ce sont des conséquences du divorce. Et c'est justement pour ça que le livre vient intervenir pour interpeller les uns et les autres à comprendre que le divorce, ce n'est pas une bonne chose parce que non seulement le divorce peut détruire toute la famille dans le sens strict, par exemple parlant de meurtre, et c'est les cas que nous avons vécus. Je ne parle pas des personnes que nous ne connaissons pas, nous parlons des Camerounais qui sont arrivés à tuer leur ex-épouse parce ce sont des crimes dits passionnels ou des crimes dits émotionnels parce que sous le choc du divorce, parfois on n'arrive pas à comprendre qu'on doit verser de l'argent à l'autre membre de la famille pour continuer à mener une vie normale pour soi-même et pour les enfants. On ne comprend pas que celui ou celle qu'on a aimé se retrouve dans les bras de quelqu'un d'autre et parfois, malheureusement, le choc émotionnel peut créer des conséquences psychologiques, psychiatriques qui entraînent des crimes dits passionnels ou émotionnels. Justement, après le divorce, il y a une notion qui entre dans le vocabulaire des couples, c'est le child support appliqué aux États-Unis. Absolument. Il s'agit de quoi concrètement? Le child support, je vous l'ai dit, j'ai légèrement évoqué, c'est de l'argent que l'État américain impose aux membres forts de la famille à verser aux membres faibles, aux partenaires faibles de la famille. C'est-à-dire, si vous êtes un homme et une femme, vous êtes divorcés, l'homme, si vous avez un salaire supérieur à celui de la femme, forcément, l'État vous impose à verser un certain montant à la femme pour pouvoir supporter les charges, continuer à mener une vie normale et supporter les charges qui découlent de prendre soin des enfants. Et si c'est l'inverse, bien entendu, ça peut s'appliquer également. Si la femme gagne beaucoup plus, l'homme peut demander à ce que l'État lui fasse reverser un certain montant. Quels sont les conseils que vous donnerez à ces couples qui se préparent à vivre ces réalités, soit avant le mariage, soit pendant? Oui, justement, et je le dirai encore, mon livre, c'est un essai de décryptage et c'est une invitation à ouvrir ce débat sur le divorce et sur toutes les conséquences qui en découlent. Donc, pour le child support, je dirais, ce n'est pas une fatalité parce que l'État qui l'a imposé comprend que si, je le disais tout à l'heure, si vous avez $10 000
comme ressources de la famille et que chaque membre apporte 5 000 $. Une fois que vous êtes divorcé, les 10 000 $ ne suffisent plus à couvrir les charges de la famille parce que chaque membre de la famille ira avec 5 000 $ de son côté et les charges qui suffisaient à couvrir, à faire un repas pour toute la famille seront divisées dans 2 familles, dans 2 maisons. Vous aurez besoin de 2 loyers, vous aurez besoin... Bref, les charges se multiplient pendant que les ressources restent les mêmes ou pendant que les ressources s'amenuisent. Donc forcément, c'est pour dire que ceux qui passent par le processus de child support doivent comprendre que c'est un processus quasi normal. C'est-à-dire qu'il est important de permettre aux enfants de pouvoir mener une vie normale ou un semblant de vie normale malgré la séparation. C'est complètement normal. Bien entendu, il existe des cas d'exagération, dépendamment de votre revenu. Si vous gagnez extrêmement gros, l'État peut, avec l'aide des avocats de l'autre partenaire, vous obliger à verser des sommes qui sont faramineuses et qui peuvent vous empêcher de fonctionner normalement. Dans ce cas-là, le child support est à décrier, mais à la base, le child support est fait pour permettre à la famille de continuer à fonctionner normalement, entre guillemets, après un divorce. Pour ne pas se retrouver en train de parler de child support, Ouais. de tribunaux, d'avocats, Exactement. ainsi Ouais. de suite, vous conseillez aux couples de parler de divorce, De communiquer dessus pendant même la relation. Comment parler de divorce sans que notre partenaire ne pense qu'on est sur le point de claquer la porte? Vous savez, un sujet comme celui-là, quand j'écrivais le livre, certains me demandaient, mais c'est trop osé. Me disaient, c'est trop osé de parler du divorce. Et en plus, je parlais de la force du divorce. Oui. J'ai dit, je suis un leader communautaire, je suis un intellectuel, donc je suis dans mon rôle d'éduquer. Et donc, il y en a qui sont venus vers moi, disent, j'ai voulu acheter le livre, mais j'ai eu peur que mon mari ne voit le titre, ne regarde le titre et dit, oh, et se disent, ah, tu ne te peux pas divorcer, pourquoi tu l'as acheté, pourquoi tu veux parler du divorce dans le couple? Effectivement, vous savez, un problème connu est un problème à moitié résolu. Donc, si vous avez peur d'aborder certains sujets au sein de votre famille, ça veut dire que la communication n'est pas totale. La communication doit être totale. On devrait pouvoir parler de tout et vraiment de tout. Parler de tout, parler aussi de divorce, se réunir aussi et surtout à travers un événement comme le All Bamileke Convention. Vous êtes d'ailleurs, Dr Rodrigue Yonga, le directeur des relations publiques de cet événement annuel qui a lieu cette année au New Jersey. Ce sera la 4e édition. La 5e. La 5e édition. Effectivement. Alors, c'est quoi le All Bamileke Convention, le ABC? Oui, le ABC All Bamileke Convention, c'est une idée géniale du docteur Eric Njongwe qui un jour s'est levé et a pensé que nous avions beaucoup d'associations éparses de Bamileke aux États-Unis et en Amérique du Nord. Et il s'est dit, et si on mettait toutes nos forces ensemble? Et il a constaté que chacune de ces associations venait de temps en temps chez nous, au Cameroun, faire des projets. Il a pensé que si nous nous mettions ensemble, nous pourrions faire des projets d'impact chez nous, qui aideraient beaucoup de personnes et qui permettraient à notre nation de continuer à se développer. Donc, la All Bamileke Convention est une association des associations camerounaises de Bamileke résidant en Amérique du Nord. Et l'objectif, c'est de pouvoir faire des projets d'envergure au pays et de se mettre ensemble de façon qu'ils puissent avoir un impact au sein de notre communauté et au-delà. Donc les associations Bamileke du monde vont encore se retrouver cette année. Quelles seront les innovations de la rencontre de 2025? Les innovations de cette année, la plus grande innovation déjà, c'est le nombre. Parce que en Atlanta, en 2019, nous avions environ 1000 personnes. Et puis au Colorado, environ 1500. À Los Angeles, environ 2000. Et au Texas, 2500. Cette année, nous attendons environ 5000 personnes. Donc déjà, c'est une grosse innovation. Cela se tiendra dans la ville mythique d'Atlantic City, dans le New Jersey. Et c'est au Palais Congrès d'Atlantic City. Et l'Atlantic City est connu pour être le Las Vegas du East Coast des États-Unis. Donc, c'est un grand événement. Et tout va crescendo. Ce n'est pas juste que le nombre.
la qualité de l'événement, des 3 jours sur lesquels vont se dérouler l'événement, tout sera différent. Justement, tout sera différent. 3 jours pour faire quoi exactement, à part se réunir, partager des projets de développement? C'est déjà quelque chose en soi. Se réunir, partager des projets de développement, parler culture. Mais comment ce partage-là se fera? Ce partage se fera, je vous le dis de façon explicite. Le premier jour, c'est le vendredi 29 août. Nous nous retrouverons pour une soirée culturelle qui est le moment où tous les Bamilékés du monde entier viennent se retrouver. Bien entendu, quand je dis tous les Bamilékés, tous les Camerounais, tous leurs guests se retrouveront et nous parlerons de la culture camerounaise. C'est un moment de promotion de notre culture. Il n'y a pas un moment particulier pour voir notre culture, la culture camerounaise en général et la culture bamiléké à la base. Donc ce jour-là, c'est un jour de culture. Le samedi matin, c'est le symposium. Et pendant le symposium, nous avons généralement un guest speaker et ensuite beaucoup de thèmes qui sont débattus. Par exemple, nous parlons du cancer nous parlons du diabète, nous parlons d'autres thèmes. Nous avons des médecins, nous avons des financiers, nous avons des banquiers qui nous éduquent sur la vie aux États-Unis. Comme vous l'avez dit, La force du divorce, j'ai eu à parler de mon livre à l'un de nos sommets. Et le samedi soir, ce sera la soirée de gala, qui est la soirée froufrou, où vous mettez vos plus beaux atouts, voilà, pour être là avec des invités venant de partout dans le monde. Donc, forcément, c'est des moments de rencontre, c'est des moments de partage, c'est des moments d'échange. Donc, et le dimanche, nous avons un barbecue géant qui est organisé et un tour de la ville de New Jersey, de l'État de New Jersey, qui est également organisé. Donc, vous voyez, c'est une série d'événements. Et si le président, le chairman de cette année, M. Kwame Kamouni, était ici en ce moment, il vous donnerait certainement beaucoup plus de détails. Mais on veut en savoir un peu plus, hein, Dr Yonga, notamment concernant les intervenants, les personnalités attendues. On sait qu'au cours des 4 dernières éditions, il y a des autorités traditionnelles qui ont effectué le déplacement et pour même les villes et politiques également. On a vu des artistes prester lors de ces rencontres culturelles-là. Qui on aura cette année, si ce n'est pas trop indiscret? Non, ça ne saurait être indiscret puisque c'est un événement public. À Los Angeles, où j'étais le chairman, nous avons eu Chris M. et M. Elvis Kemayo qui étaient des guests de marque. Et cette année, je peux déjà vous le dire, c'est Karis Fotso qui sera notre invité de marque, en tant qu'artiste. Karis Fotso uniquement. Alors, un message... Elle sera accompagnée, elle sera accompagnée de beaucoup d'autres artistes. C'est la figure emblématique de ce Alors, jour. un message à l'endroit des membres de la communauté bamiléké ou la communauté camerounaise que vous attendez cette année au New Jersey? Un message, c'est déjà, venez nombreux. Nous sommes en train d'organiser un mouvement culturel, un mouvement qui est en train de grandir. Je vous l'ai dit, il a commencé en 2019. Nous n'étions pas 5 000, 7 000 que nous sommes aujourd'hui. Donc, le train est en marche et libre cours à chacun de comprendre que c'est le moment de se joindre. Et cette année aussi, j'ai oublié de le dire, nous attendons monsieur l'ambassadeur du Cameroun aux États-Unis à notre événement. Donc, les années précédentes, nous étions en train de construire le mouvement. Cette année, il a une invitation qui lui a été adressée. Donc, il est attendu, comme beaucoup d'autres invités de marque venant de partout dans le monde. En attendant, ce livre est disponible, votre tout premier essai, La force du divorce, un livre du docteur Rodrigue Yonga. C'est donc votre premier essai. En quoi l'expérience de la lecture littéraire de ce livre devrait transformer le regard des Camerounais sur le divorce, des Camerounais basés au Cameroun ou ailleurs, et notamment ceux basés aux États-Unis? Oui, déjà, s'il y a un mérite d'avoir écrit le livre, c'est de l'avoir écrit et de l'avoir pensé, parce que je vous l'ai dit, c'est un sujet tabou, ou un sujet considéré tabou. Donc, le mettre sur la place publique, en soi, est un mérite. Et maintenant, si vous le lisez, c'est un appel à débattre. C'est un appel à débattre, c'est un appel, ce n'est pas une encyclopédie, vous voyez le volume, il n'est pas si grand que ça, mais déjà ouvrir ce débat, le placer sur la place publique et en parler comme nous en parlons, c'est en soi un mérite.
Merci beaucoup. Dr Rodrigue Yonga, je rappelle que vous êtes leader communautaire basé aux États-Unis, directeur des relations publiques de la All Bamileke Convention, ABC, et auteur de cet essai, La force du divorce. Merci d'avoir été des nôtres. Merci madame, c'était un plaisir. Merci aussi à vous à la maison de nous avoir suivis. À très vite sur Balafon Télévision.